Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Market Watch un petit peu particulier en mode revue de presse. On va balayer ensemble les publications les plus importantes, mon top 3 de cette semaine parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Vous êtes sur ASICS, je m'appelle Antonin Arc et je serai votre guide pour ce voyage. Alors c'est parti, on commence tout de suite sur le calendrier Investing. Promis, je vous mettrai tous les liens dans la description. Vous pouvez cliquer, dérouler et aller vérifier vous-même les sources et vous faire votre propre idée. Je vais me permettre de commenter certaines des publications, tout simplement pour les éclaircir, vous donner des pistes, mais je vous invite à faire votre propre idée. L'économie n'est pas, ou la finance d'ailleurs, n'est pas une science totalement fixe. C'est une science qui est molle et on peut se faire son idée. Le but du jeu d'ailleurs, je trouve, que c'est de se faire des scénarios et d'en déduire la suite logique. Et on verra ça après, il n'y a pas de souci. Le top 1 des annonces micro-macroéconomiques de cette semaine, c'est bien la Fed et les FOMC, d'accord, qui sont apparus le mercredi 31 janvier à 20 h et 20 h 30. Alors, premier point, c'est quoi la Fed, c'est quoi les FOMC, c'est quoi ces gros mots? Ben, la Fed, c'est la banque centrale américaine, d'accord? En Europe, on a la BCE. La BCE, la Banque centrale européenne, elle a une mission. Sa mission, c'est de maintenir l'inflation à 2%. Je suis sûr que vous avez entendu ça quelque part. Et ben la Fed, c'est un petit peu pareil. Sauf que non seulement elle a l'inflation, mais en plus de ça, elle a l'emploi. D'accord? Et pour l'aider dans ses missions, elle a tout simplement des guides, des comités comme les FOMC. Et les FOMC, eux, c'est un petit peu particulier. Ils vont pas dire à la Fed, il faut que tu montes ou que tu baisses tes taux. Ils vont lui dire, écoute, je te laisse une fourchette dans laquelle toi, Fed, tu peux agir. C'est pour t'aiguiller, pour tout simplement t'aider. OK? C'est comme ça que le couple FOMC et Fed fonctionne. On va balancer des coupures de presse. La première, c'est celle de la Fed, tout simplement. C'est vraiment le truc ultra lourd de la Fed qui est balancé comme ça. Je vous l'enverrai, vous pourrez la traduire, faire un petit peu ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. La chose la plus importante, c'est la fourchette que fixent les FOMC. Donc c'est ici, elle le fixe sur les taux directeurs de la Fed, d'accord? Le taux, c'est toujours le même. Il est maintenu à 5,25% et 5,5%. Je tiens à préciser que nous sommes à 5,5 en termes de taux. Ça veut dire quoi? La première chose à en déduire, c'est que la Fed, on est bien arrivé sur un plateau et les FOMC nous le confirment encore une fois. Par contre, il y a une notion qui a disparu totalement de la feuille de route des FOMC, c'est la notion de c'est possible qu'on augmente les taux. Parce qu'il restait flou sur ce sujet. Là, ça a totalement disparu. C'est plutôt une bonne chose pour les marchés, on va pas se mentir. Ensuite, il y a la Fed. Alors, pareil, je vous enverrai les, les coupures de presse, il n'y a aucun souci, je vous en enverrai même trois. Ok. La FOMC, la Fed, Powell plus précisément, dans son discours, se fait exprès de rester un petit peu flou. Ça, c'est vrai depuis plusieurs mois. D'accord. Il reste flou sur quand est-ce qu'on va baisser les taux, les taux directeurs. Et bien justement, là, on va dire qu'il a fait 2 choses. La première chose, c'est qu'il a confirmé le fait que les FOMC disaient, c'est-à-dire on est bien dans un plateau, parce qu'il y aura plus de hausse de taux. Il a changé sa phrase, d'habitude il disait: «Ouais, alors si l'inflation et si l'emploi, je m'interdis pas parce que l'économie américaine est forte, je m'interdis pas de monter les taux». Ça a disparu, cette phrase a totalement disparu et a laissé place, tout simplement à un ajustement de la fourchette cible, si bien sûr, il y a des évolutions. Il laisse quand même une porte d'entrée, mais globalement ça a disparu. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il atténue largement les espoirs d'une baisse de taux en mars. Ouais, a déclaré que c'était peut-être pas que c'était peu probable et que c'était pas le bon moment. On a un outil pour mesurer ça qui s'appelle le FedWatch Tools. Il est aussi dans la description, vous pouvez y aller. Ça globalement, ça donne, les prévisions d'une centaine, tout est expliqué sur le site, d'accord, mais d'une centaine d'opérateurs de gros portefeuilles de marché, d'accord? Globalement, ça fonctionne comme ça. Vous avez des estimations en termes de pourcentage de ce qui sera fait lors des prochaines réunions Fed et FOMC. Ça permet en plus d'avoir les dates. Globalement, le gros changement est là. La première, c'est qu'en mars, on a plus 70 de chances d'une baisse de taux en mars, mais seulement 19. En mai, on reste sur une probabilité assez élevée de 50-60, d'accord? C'était le cas aussi avant, mais il y a une nouvelle probabilité qui apparaît, celle d'un maintien des taux à 5,5 et c'est monté à 27 au moment où je fais cette vidéo. Concernant les mois de juin, de juillet et de septembre, ça reste comme avant, ça n'a pas bougé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les opérateurs de marché sont en train aussi de tout simplement comprendre que oui, en mars, il y aura peut-être pas de baisse des taux.
Maintenant, j'aimerais vous parler de mon top 2, c'est les publications d'entreprise. Publications d'entreprise, c'est sur le trimestre d'avant. Donc là, on est fin janvier, on a les publications d'entreprise du T4 2023. Ces, publications, alors là, il y en a beaucoup qui vont me dire: «Oui, mais les calendriers, c'est un peu, enfin, les prévisions qui sont ici marquées, elles sont pas extrêmement importantes, mais elles nous montrent quelque chose». La première chose, c'est qu'on peut voir, donc là, j'ai choisi une des journées les plus importantes, on est sur mardi 30 janvier. On peut voir que les publications sont quand même, quand elles sont vertes, elles sont légèrement vertes. Mais quand elles sont rouges, elles sont légèrement rouges. C'est ce que j'appelle teintées. Elles sont pas ultra bonnes, elles sont pas non plus mauvaises, elles sont légèrement teintées. Après un PIB US à +3,3 pour le T4 2023, chiffre peut-être lui aussi un petit peu pipé, on va dire, eh beh, il y a quand même du bon et ça, on peut pas l'enlever au marché. Pareil, le jeudi 1er, pareil, c'est la même chose. Apple ressort en vert, légèrement vert. Quand ça ressort rouge, ça ressort légèrement rouge. Alors comment ça se fait? C'est assez simple de comprendre. On est fin janvier. Bien sûr que les entreprises ont déjà au moins leur bilan T4 2023. Ces chiffres-là, les chiffres qu'ils ont communiqués, leurs prévisions, elles étaient déjà dans leurs mains quand ils les ont communiquées. Ils ont même une culbute supplémentaire, par exemple Boeing, c'est de sortir qu'une toute petite partie des chiffres au moment de la publication des entreprises et de dire: «Ouais, en fait, on va différer nos chiffres». Généralement, c'est soit que c'est très, très, très mauvais, généralement quand même, soit que c'est très, très, très bon. Mais quand c'est très, très bon, ils le disent, hein, il y a pas de souci là-dessus. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Eh beh, c'est pas sur les teintes qu'on peut en retenir et qui me gênent, parce que ça, à la limite, c'est très bien, c'est sur la réaction qu'a pu avoir le marché derrière. Par exemple, BNP qui affiche -10. Alors je sais ce que vous allez me dire: «Oui, il y a eu aussi une petite peur sur, des faillites bancaires aux US et une faillite bancaire, de banque locale». Oui, c'est vrai, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres chiffres. Par exemple, LVMH. LVMH, elle nous affiche pas de moins, elle nous affiche +18%, alors que pareil, les publications sont teintées, je vous le rappelle. Du côté des GAFAM, parce que là, c'est celle qu'on a regardée, on a un Meta qui nous affiche +22 et qui va nous faire une semaine à +20. Pareil pour Netflix, qui font des chiffres assez sympathiques. Apple, qui, je vous le rappelle, était elle aussi teintée de vert, -3. OK. Et à côté, par exemple, je pourrais vous citer Intel qui a fait du -13. Globalement, c'est pas que les publications sont mauvaises, c'est juste que par rapport à un trimestre 4 de +3,3 de PIB américain, et beh, ça fait un petit peu tâche d'avoir des résultats qui sont pas explosifs. Et je pense que les opérateurs sont un petit peu en mode incertitude et donc du coup, il y a ces écarts que j'appelle des erreurs de marché qui arrivent sur, tout simplement sur le marché. On a d'un côté des +10, +15, +20 et d'un autre côté des -3, -5, -10 qui sont pas forcément très logiques par rapport aux publications qui, elles, sont, soit un petit peu vert si vous avez suivi, soit un petit peu rouge. Et mon dernier top 3 quand même, que je trouve très bien à regarder, c'est aussi l'emploi. C'est la troisième chose à regarder. C'était ce vendredi, c'était à 14h30 et ça s'appelle les NFP. Ils sont décomposés en 3 chiffres: des créations d'emplois, un salaire moyen et le taux de chômage. Alors vous inquiétez pas, on va regarder tout ça. Nous sommes ici sur les créations d'emplois qui ont légèrement remonté. Depuis 2022, ce qu'on peut voir, c'est que la courbe diminue de façon moyenne et là, elle commence à montrer un petit pic. Alors est-ce que ça va être un petit pic comme les autres avant de mieux redescendre? J'en sais rien. Mais les créations d'emplois, on se dit: «Ouais, c'est génial parce qu'on a des créations d'emplois». Oui, mais en fait, le chiffre est en avance retard. Je m'explique. L'important, c'est pas forcément la création d'emplois, mais c'est ce qu'on va en faire derrière. Est-ce que la création d'emplois va créer de l'emploi? D'accord? Ou est-ce qu'elle va tout simplement créer du chômage? Parce qu'elle ne va pas trouver d'employés, enfin oui, d'employés, d'accord? Vous comprenez, c'est un petit peu en avance retard. Donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais en fait, c'est pas si une bonne nouvelle que ça, si les créations d'emplois continuent de monter comme la courbe est en train de le faire, d'accord? Donc il faudra rester prudent là-dessus. Le deuxième chiffre, c'est le taux de chômage. Taux de chômage, pareil. On était sur une courbe qui était quand même baissière, avec des pics aux alentours de 3,4, ce qui est pas beaucoup. Et là, depuis bah, globalement septembre 2023, on peut noter une petite hausse jusqu'à décembre. Là, on est en train de faire une consolidation. C'est plutôt pas mal. Il faudrait pas que le chiffre du chômage monte. Le chômage, c'est quand même pas bon. Bah, ça voudrait dire que les créations d'emplois créent du chômage. Et ça, c'est pas forcément très bon, si vous voulez, dans la tête pour les marchés, dans la tête des opérateurs de marché. Donc, ce chiffre n'est pas forcément une alerte en soi, mais c'est plus quand même à surveiller et à surveiller dans le temps. Le dernier chiffre, c'est justement les salaires moyens. Alors, les salaires moyens,
Plutôt une bonne nouvelle aussi, ils sont en hausse, hein. 0,6 actuellement contre une prévision qui était à 0,3. Plutôt pas mal. Par contre, je voulais vous montrer les petits pics, c'est que globalement en mai 2020, on a eu une très grosse hausse des salaires moyens. Derrière une très grosse baisse, mais ces écarts-là ne sont pas du tout bons et une hausse des salaires crée de l'inflation. Alors pourquoi je dis ça? Je vais vous montrer la courbe sur 2 ans, on voit que ça monte un petit peu, donc il ne faudrait pas non plus que ça monte, beaucoup. OK. Bon, ça monte, mais c'est pas une alerte, pareil, à surveiller comme le taux de chômage. Le problème du salaire moyen, pas le salaire en lui-même, c'est qu'on donne finalement du pouvoir d'achat. Donc on a derrière une hausse, tout simplement, de la demande. Alors que elle, l'offre reste la même. Donc, on a une inflation des prix. Et c'est une bonne inflation. Mais c'est juste que dans le circuit dans lequel nous sommes, avec déjà une certaine inflation, qui se rapprochait des 2%, mais qui commence à consolider la hausse en 3, bah, elle pourrait remonter de quelques points et changer justement les scénarios des Fed et de la FOMC. Pour conclure et pour apprendre à se connaître un petit peu plus, je vais vous partager mes 2 scénarios pour 2024. Ces scénarios, ils ne concernent que moi. Ce ne sont pas des conseils en investissement, mais tout simplement un scénario qui peut se prédire. D'ailleurs, je vous invite, pour vous entraîner à comprendre les fondamentaux, à noter vos scénarios et à les refaire tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, selon l'unité de temps sur laquelle vous êtes, pour tout simplement voir si vous aviez raison. Ça vous permet de vous dire: «Est-ce que j'ai compris ce qui est en train de se passer, sur la finance et sur les annonces économiques? Et est-ce que ça a eu l'influence que je pensais sur les marchés?» Sur le long terme, c'est gagnant-gagnant. Scénario numéro un scénario dans lequel en 2024, début 2024, les opérateurs de marché se rendent compte qu'ils ont trop payé de baisse des taux. Parce que la dernière hausse qu'il y a eu depuis octobre, novembre, décembre sur les indices notamment et sur le marché des actions est totalement due à une perspective de baisse des taux. Et les opérateurs de marché, on l'a vu dans le FedWatch Tool ensemble, avaient payé entre 5 et 7 baisses de taux. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y en aura déjà une de moins et peut-être une deuxième de moins. Et moi, je table même sur un scénario où on n'aura que 3 à 5 maximum de chez maximum baisse de taux. Quand les opérateurs vont se rendre compte de ça, on aura une hausse du dollar avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière et une consolidation des indices. Le scénario 2, c'est le scénario dans lequel j'ai tort parce que c'est comme ça. Et donc, dans ces cas-là, il y a réellement cette baisse de taux. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils commencent quand même sérieusement à baisser les taux, la Fed. Et dans ces cas-là, on va être dans un marché qui va être totalement, tout en haussier un petit peu. Et à coup de grosses nouvelles, on va avoir un hachage qui va se produire à coup de -2, -3% dans une journée parce qu'il y aura une mauvaise nouvelle. Mon scénario idéal à moi, c'est que ça reste quand même le 1, c'est-à-dire une correction légitime en ce début 2024 et on repart de plus belle à partir de juin. Maintenant qu'on a fait ce petit exercice de pensée ensemble, n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires vos scénarios si vous en avez pour 2024, ça peut être intéressant de comparer. Et on va parler tout simplement factuellement qu'est-ce qu'on vient de voir. La Fed et les FOMC appuient quand même pas mal le scénario 1 dans lequel les opérateurs de marché ont un petit peu trop payé les baisses de taux. À côté de ça, on a des publications d'entreprises qui sont, elles, teintées de vert, mais qui ont une réaction qui donne une incertitude sur les marchés. On l'a vu avec les bancaires. Alors oui, hein, il y a eu des annonces autour de ça, mais n'empêche qu'ils nous affichent des -10%, -20% sur une semaine. Et à côté, on a de la tech qui nous fait du +20, du luxe qui nous fait du +20. Cet écart est pas forcément bon et amène une certaine incertitude sur les marchés. Et à côté de ça, on a les résultats du NFP qui annoncent une petite hausse de l'inflation et donc une incertitude sur les marchés. Sachez une chose, le marché déteste l'incertitude, il préfère qu'on lui dise dans 6 mois ça va aller mieux et il va pouvoir prévoir de dans 6 mois ça va aller mieux. Mais alors quand il y a des chiffres comme ça qui sont en mode incertitude, il aime pas. Donc attention à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir voir plusieurs types, ce que j'appelle des erreurs, se produire. Ces erreurs, elles se traduisent par justement une action qui fait plus 20%, une autre qui fait moins 20%, un dollar qui monte, puis qui le jour d'après descend, et puis qui amène avec lui toutes ces corrélations, donc l'or, l'euro USD, le pétrole, etc. Et ça, c'est pas forcément le meilleur des scénarios et la meilleure des périodes qu'on aime quand on est sur les marchés financiers. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, même commenter, dire ce que vous en avez pensé. Et si ça vous plaît, on continuera à en faire sur ASX, tout simplement pour votre plus grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao.